tous. Entretien exclusif reçoit Agou Gomez. Il est le représentant du Fonds monétaire international au Gabon. Agou Gomez, merci de nous recevoir. C'est nous qui vous remercions. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Absolument, toujours un plaisir. Avec vous, nous allons décortiquer les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne 2024, édition octobre 2024. Qu'est-ce qui différencie déjà? Pourquoi l'édition 2024? Il y avait une édition bien avant cette année. Oui. Déjà, avant de commencer, je voudrais remercier la direction générale de Gabon 24 qui nous donne l'opportunité de discuter de la situation économique de notre région, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne. Alors, pour revenir à votre question, le FMI produit chaque année 2 rapports sur la situation économique et sociale de la région, l'Afrique subsaharienne. Le premier rapport, généralement, sort dans le mois d'avril et le second rapport sort dans le mois d'octobre. Alors, le rapport présent du mois d'octobre s'intitule « Entre réforme et grande espérance ». Pourquoi entre réforme et grande espérance? Il faut déjà voir d'où l'on est parti. L'histoire remonte à 2020, où le monde entier, y compris l'Afrique subsaharienne, est frappé par la Covid, ensuite par l'augmentation des prix de façon généralisée dans le monde, y compris dans notre région, ensuite par les effets négatifs de la guerre en Ukraine. Toutes ces situations-là, qu'on appelle des chocs, ont créé des difficultés économiques à nos États. Quelles étaient ces difficultés? D'abord, la dette de nos pays a augmenté. La dette a augmenté parce que les dépenses des États ont augmenté sans que les recettes de l'État ne suivent. Ensuite, vous avez l'inflation. Sur les marchés, nos populations ont pu constater que les denrées alimentaires et autres biens et services, les prix ont connu une hausse très importante. En plus de cela, vous avez certaines des monnaies de nos économies qui ont perdu beaucoup de valeur. Dans un tel environnement, les États ont dû commencer à faire des réformes pour trouver des solutions à adresser le problème. En 2023, on a senti une reprise timide. Ça veut dire que les déficits, par exemple budgétaires, un déficit, c'est lorsque vous avez trop de dépenses comparées à vos revenus. Donc les écarts entre les dépenses et les revenus des États ont commencé à se réduire. L'inflation a commencé graduellement à ralentir. Donc il a commencé à avoir des améliorations en 2023. Aujourd'hui, en 2024, notre rapport dit qu'on sent de plus en plus que cette reprise-là s'est raffermie. D'où l'idée de la grande espérance. Et cette grande espérance a pu se mettre en place parce que les États ont entamé une série de réformes. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'entre cette grande espérance poussée par les réformes, on reste encore dans un environnement avec quelques obstacles majeurs. On aura l'occasion d'en parler, j'imagine. Donc ce rapport, le FMI analyse les perspectives de croissance, l'évolution de l'inflation et les répercussions des chocs externes. Vous avez déjà montré un tout petit peu ce qui différencie avec le rapport de 2023, les résultats de 2023, mais concrètement, lorsqu'on lit ce rapport, quelles sont les grandes lignes à retenir du constat du FMI? Alors, il y a des avancées. Commençons d'abord par les avancées. Commençons déjà sur les avancées qui concernent l'état des finances de nos États. Vous prenez les budgets. Comme j'expliquais tout à l'heure, un des véritables problèmes que nos États ont connus, c'est qu'avec les différents problèmes que j'ai cités, il y a eu beaucoup plus de dépenses que de revenus. C'est ce qu'on appelle un déficit budgétaire. Nos États ont pris le problème à bras-le-corps et ont commencé à réduire l'écart entre leurs dépenses et leurs revenus et les recettes de l'État. Donc les déficits budgétaires ont commencé à se ralentir. Pour exemple, aujourd'hui, vous avez le 2/3 de nos pays qui ont réussi à réduire les écarts entre les dépenses de l'État et les recettes de l'État. Ensuite, vous avez l'inflation qui a commencé à se ralentir. L'inflation a commencé à descendre graduellement. Ensuite, un autre élément important, c'est que vous avez nos pays qui commençaient à avoir accès aux moyens de se financer. Parce qu'il faut rappeler que lorsqu'il y a eu la pandémie, les marchés internationaux où nos pays avaient l'habitude de prendre les eurobonds, ces marchés-là se sont fermés. Ces marchés, graduellement, sont en train de se rouvrir. Donc, ce sont ces éléments-là qui nous permettent de nous dire qu'il y a une espérance si les États continuent de maintenir la dynamique de réforme qui a été entamée. Et en termes de chiffres,
comment on note cette espérance Alors, 2024? déjà, comme je disais, vous avez le 2 tiers de nos pays qui sont revenus à des niveaux de déficit qui sont en train de se réduire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, imaginez-vous, l'inflation était à 18% en 2023. L'inflation aujourd'hui est à 12% au niveau africain. C'est encore élevé, mais on sent clairement qu'il y a une tendance baissière. Troisième chose, vous prenez la dette de nos États. La dette aujourd'hui s'est stabilisée en dessous de 60% du PIB. Donc ce sont des éléments qui rassurent que graduellement, l'on est en train de partir vers des situations qui permettront à nos pays de s'en sortir. Mais comme j'ai dit, il y a des obstacles et des défis importants qu'il faut continuer de relever et on aura l'occasion d'en parler. L'inflation ralentit. Quels sont les éléments qui ont permis le ralentissement de cette inflation? Même si c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire encore, mais quels sont les éléments, les principaux éléments qui ont permis le ralentissement de cette inflation en 2024? Alors, pour parler de ces éléments, il faut bien comprendre qu'est-ce qui crée l'inflation. Dans une économie, ce qui crée l'inflation, c'est lorsque la demande d'un bien est trop importante comparée à l'offre de ce bien-là. Donc, si vous prenez une économie de façon générale, s'il y a trop de gens, d'acteurs économiques, qui exercent une pression, qui veulent le même bien, comme l'offre de ce bien ne change pas, le prix est obligé de monter pour pouvoir équilibrer l'offre et la demande. Donc, dans une économie, il y a deux facteurs qui créent cette pression sur la demande. D'un côté, il y a l'État et de l'autre côté, il y a les entreprises et les ménages. Parlons de l'État. Comment est-ce que l'État exerce de la pression sur la demande des biens? C'est par le niveau des dépenses de l'État. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les différents chocs que j'ai cités tout à l'heure, les dépenses de nos États s'étaient accrues. C'est ce qu'on mesure parce qu'on pourrait appeler le niveau de déficit budgétaire. Étant donné que, j'expliquais tout à l'heure, que nos États, 2 tiers de nos États, sur les 45 pays de la région, ont commencé à réduire leur niveau de dépenses, réduire les déficits, on se retrouve à une réduction de la demande, de la pression qui venait de l'État. Ça, c'est la première chose. Le deuxième secteur qui a permis graduellement de réduire cette pression sur la demande, c'est le secteur des ménages. Comment est-ce qu'on a aidé les ménages à réduire cette pression? C'est à travers la politique monétaire. De nombreux pays qui ont une politique monétaire indépendante ont utilisé l'instrument de politique monétaire principal, qui est le taux d'intérêt, pour pouvoir décourager la consommation. Alors, comment le taux d'intérêt décourage la consommation? C'est très simple. Lorsque le taux d'intérêt est élevé, ça encourage les gens, au lieu d'utiliser cela pour consommer, donc exercer de la demande sur les biens, le ménage choisit plutôt d'épargner l'argent. Donc, deux outils, pour me résumer, il y a eu d'abord la réduction des déficits budgétaires au niveau de l'État et l'utilisation de l'outil monétaire pour pouvoir décourager la consommation. Et donc, les économies africaines tournent malgré toutes ces difficultés-là. Et quels sont justement nos moteurs de croissance aujourd'hui? Alors, parlons de la croissance. Il faut dire que la croissance en 2023 était de 3,6. Elle se maintient au même niveau aujourd'hui en 2024, à 3,6. On s'attend à ce que la croissance puisse être à 4,2 en 2025 et à 4,4 sur le moyen terme. Avant de venir à votre question proprement dite, j'ai besoin de faire une précision. C'est qu'il faut dire que le niveau de croissance aujourd'hui en Afrique subsaharienne n'est pas suffisant. Je vous explique pourquoi. La croissance en 2024 est de 3,6. L'idée finale de la croissance économique, c'est que cette croissance doit pouvoir permettre d'augmenter le revenu de vous et de moi, c'est-à-dire l'habitant moyen, l'individu moyen. Pour savoir de combien le revenu d'un habitant moyen va augmenter à partir du niveau de croissance, il faut connaître le rythme de croissance de la population. En Afrique subsaharienne, notre population, chaque année, s'accroît d'environ 2,5%. Donc, vous avez une croissance de l'économie qui est de 3,6 et vous avez une croissance de la population qui est de 2,5. Vous faites la différence entre ces deux chiffres, ça vous donne le taux de croissance du revenu par habitant. Donc, 3,6 moins 2,5 vous donne 1%. Cela veut dire que la croissance du revenu d'un habitant en Afrique subsaharienne va s'accroître en moyenne de 1% chaque année. 1%, c'est trop faible et je vous dis pourquoi. Si vous demandez aujourd'hui combien de temps cela va prendre pour que le revenu de l'habitant africain qui s'accroît de 1% double
La réponse que je vous donnerai, c'est que cela va prendre 70 ans. C'est-à-dire, au rythme de croissance de 1%, le revenu de nos populations ne va doubler qu'au bout de 70 ans. De façon simple, ça veut dire que vous et moi, on aura déjà quitté la terre des hommes sans avoir vu les revenus des populations doubler. Et pourtant, l'Afrique subsaharienne est dotée de potentiel. Il y a des richesses. Absolument. Comment alors on explique ce taux de croissance qui n'évolue pas comme on voudrait? C'est pour cette raison que le FMI continue d'encourager les États à mettre en musique le potentiel de notre région afin d'avoir des croissances beaucoup plus importantes. Sinon, la croissance actuelle n'est pas suffisante. Maintenant, vous aviez demandé quelles étaient les sources de la croissance qu'on note en 2024 et dans les années à venir. Déjà, vous avez quelques pays qui étaient en difficulté qui commencent à se remettre. Donc, ces pays-là déjà aident à faire remonter la croissance. Vous avez le Ghana qui a traversé une période difficile. Vous avez la Zambie. Ces pays-là, graduellement, commencent à se remettre. Deuxième chose, c'est que les pays ont commencé à faire des réformes. Je parlais tout à l'heure du fait que les États ont réduit l'écart entre leurs dépenses et leurs revenus. Lorsqu'un État réduit l'écart entre ses dépenses et ses revenus, qu'on appelle le déficit budgétaire, ça lui permet de ne pas avoir à s'endetter trop. Lorsque l'État ne s'endette pas trop, c'est en réalité de l'argent que l'État va laisser dans le système bancaire pour pouvoir financer les entreprises et les ménages. Et donc faire tourner l'économie. C'est une des raisons pour laquelle on encourage les États à ne pas trop s'endetter. Parce que lorsque l'État ne s'endette pas trop, il y a suffisamment d'argent qui reste dans le secteur bancaire afin de pouvoir financer les entreprises. Donc ça aussi, ça a aidé. Et dernier élément qui va aider aussi à la croissance dont on parle, c'est qu'il y a de nouveaux pays qui commencent à accroître leur production en ressources naturelles. Un pays comme le Sénégal fait partie de ces pays-là. Comment on explique le fait qu'il y ait ces pays-là, vous avez cité le Ghana, la Zambie, qui ont réussi à performer, enfin on va le dire comme ça, pendant que d'autres ne s'en sortent pas? C'est quoi l'astuce, c'est quoi le mode d'emploi que eux ils appliquent et que d'autres ne suivent pas forcément? Alors le cas du Ghana et de la Zambie est assez particulier parce que ce sont des pays qui sont dans des processus de restructuration de la dette. Et ils viennent de très bas, il faut le dire. Par contre, là où je suis totalement d'accord avec vous sur votre question, c'est que vous avez des pays qui, malgré la situation de croissance relativement faible, font des croissances beaucoup plus importantes. Ces pays-là sont les pays qui sont pauvres en ressources naturelles. C'est-à-dire des pays qui n'ont pas beaucoup de ressources naturelles ou qui n'ont pas beaucoup de pétrole. Pourquoi? Parce que ces pays-là sont des économies qu'on appelle des économies diversifiées. Diversifiées, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que vous avez dans l'économie plusieurs secteurs qui, chacun à son niveau, contribuent, qui constituent des moteurs de la croissance. Lorsque vous avez une économie qui est diversifiée, l'avantage principal que vous avez, c'est que lorsqu'il y a des problèmes dans l'économie, qu'on appelle des chocs, lorsque un ou deux secteurs sont touchés, les autres secteurs permettent de prendre la relève et continuer à faire de la croissance. Malheureusement, lorsque vous êtes une économie qui n'est pas suffisamment diversifiée, comme aujourd'hui c'est le cas des économies riches en ressources naturelles et particulièrement des économies riches en pétrole, ces économies-là, généralement, ont un ou deux secteurs qui portent toute la croissance du pays. Lorsque ces secteurs sont en difficulté, évidemment, la croissance prend un coup. Parlons des chocs externes. Nous sommes en Afrique, là nous sommes au Gabon. Comment expliquer à un citoyen lambda qu'un fait économique qui va se tenir ou se réaliser en Ukraine aura un impact direct sur l'économie gabonaise? Aujourd'hui, l'Afrique fait face à de nombreux défis, de nombreux challenges à relever. Et avec ça, on nous dit que ce qui se passe hors de l'Afrique a un impact sur notre économie finalement et un impact sur notre croissance. Comment est-ce qu'on explique cela? Alors, l'explication est que la planète, nous sommes connectés. Nous ne vivons pas en autarcie. Je vous explique cela de façon très simple. Je prends le cas de la guerre en Ukraine. Lorsque la guerre en Ukraine se déroule, il y a des parties de l'Ukraine qui produisent le blé, qui ne peuvent plus approvisionner, qui ne peuvent plus produire le blé comme d'habitude. La raison est simple, c'est qu'il n'y a pas les conditions de sécurité pour les populations de produire ce blé. Or, le blé qui est produit en Ukraine est exporté et envoyé ici en Afrique, y compris au Gabon. Donc, s'il n'y a plus suffisamment de blé et que tout le monde veut toujours continuer à manger du pain, qu'est-ce qui se passe? La demande de blé n'a pas changé, mais l'offre de blé a chuté.
Conséquence, c'est que les prix vont augmenter. Donc, le prix du blé qui est produit en Ukraine, son prix va augmenter et donc le blé qui sera vendu au Gabon pour faire le pain, le prix va augmenter. Je prends un autre exemple. Lorsqu'il y a eu la Covid, dans le monde, les gens ne partaient plus au travail. Donc, il y a des usines qui ont fermé. Or, de nombreuses choses que nous achetons dans nos supermarchés ne sont pas produites en Afrique, elles sont produites en dehors de l'Afrique. Donc, les usines qui ont fermé, il y a eu donc une chute de ces choses qui sont produites, mais les gens continuaient de manger la même quantité de ces biens. Conséquence, la demande n'a pas changé, mais l'offre a chuté, les prix ont augmenté. Donc, étant donné que nos économies sont généralement des économies ouvertes, lorsqu'une situation se produit à l'extérieur de nos économies, évidemment, cette situation a probablement des répercussions à l'intérieur de nos économies. Et donc, dans ce rapport, le Fonds monétaire international a observé un certain nombre de fragilités. Quelles sont les principales recommandations? Alors, déjà, vous avez la question de la croissance que je mentionnais tout à l'heure, que nous trouvons trop faible. La deuxième question qui est préoccupante pour nous, c'est cette frustration sociale et politique que nous pouvons sentir au sein des populations. Et là, cette frustration est due à un certain nombre de facteurs. Et je peux expliquer si vous me le permettez. Le premier élément, c'est que déjà les populations, depuis 4 ans, ont traversé des chocs. Il y a eu Covid, ensuite les prix des denrées alimentaires ont augmenté, ensuite il y a eu la guerre en Ukraine, le gouvernement n'ayant plus suffisamment d'argent, ne peuvent pas nécessairement faire face à tous les besoins des populations. Cela a déjà créé des frustrations. Ensuite, vous avez une situation dans laquelle les populations ont l'impression qu'il n'y a pas suffisamment d'opportunités d'emploi. Deuxième situation de frustration. Troisième situation de frustration, c'est que comme nos économies sont en difficulté, les gouvernements sont obligés de faire des réformes. Or, les réformes sont souvent très douloureuses. Troisième raison de frustration. Donc, cette frustration sociale et politique que l'on perçoit appelle nos gouvernants à prendre plus de temps à discuter et à impliquer les populations dans la prise de décision en matière de réforme. C'est important. Il est essentiel que les populations comprennent le bien fondé de ces réformes et surtout lorsque ces réformes douloureuses sont mises en œuvre, le gouvernement doit s'assurer de protéger les plus faibles de notre société. Ensuite, l'autre élément de difficulté sur lesquels nos gouvernements doivent continuer de garder les yeux, c'est la résurgence des conflits en interne, à l'intérieur de nos différents pays. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de conflits et donc ça aussi, ça constitue un facteur de fragilité. Et enfin, vous avez les changements climatiques, dont l'Afrique, bien évidemment, n'est pas la cause, mais malheureusement, l'Afrique subit les conséquences de ce changement climatique-là qui continue d'impacter de façon très négative l'ensemble de nos économies de la région. Voilà donc les recommandations faites par le Fonds monétaire international pour soutenir une croissance durable et inclusive en Afrique subsaharienne. Mais est-ce là l'ultime rôle du Fonds monétaire international? Faire des recommandations quand on sait aussi que nos États s'endettent auprès de vous. C'est juste le rôle que vous avez, juste des recommandations. Lorsque nos dirigeants, les dirigeants africains, puisqu'on parle de la région d'Afrique subsaharienne, viennent prendre de l'argent, est-ce qu'il n'y a pas de conditions? Est-ce qu'il n'y a pas de suivi après? C'est facile, après avoir utilisé l'argent, de venir dire « vous avez mal utilisé l'argent que vous avez eu à prendre ». Prochainement, vous devez faire ci pour que ça marche ou ça pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Alors qu'on aurait pu mettre avant des garde-fous. Est-ce là l'ultime rôle du Fonds monétaire international? Alors, pour répondre à votre question, il y a 3 éléments qu'il faut noter. Le FMI a 3 mandats. Le premier, c'est conseiller les États. Le deuxième, c'est apporter du financement. Et le troisième, c'est assister techniquement les États. Alors, le rôle de conseil, nous le faisons en permanence. Dans notre dialogue permanent avec les différents États et les différents gouvernements, nous le faisons. Le rôle de financement, le FMI a toujours été engagé à apporter du soutien financier au pays là où cela s'est fait sentir. Et on aura l'occasion d'en parler si vous le souhaitez. Depuis le déclenchement de la pandémie et des chocs qui ont suivi, le FMI a supporté par différentes initiatives nos différents États afin de les aider à sortir de cette situation. Et puis enfin, l'assistance technique, qui est vraiment le travail au jour le jour lorsqu'il y a des besoins spécifiques techniques que nous apportons aux différents gouvernements. Il faut noter que le FMI n'agit pas seul.
nous appartenons à une communauté financière internationale. Donc, lorsque nos pays sont en difficulté, c'est ensemble que nous agissons afin de pouvoir apporter le soutien nécessaire à nos différents États. Revenons sur l'inflation, notamment la gestion de l'inflation qui reste un véritable défi, un défi majeur pour les pays d'Afrique subsaharienne. Comment percevez-vous cette gestion à court, moyen, long terme? Alors, sur le court terme, l'immédiat, c'est de remettre l'inflation sur une pente, ou de la maintenir, je dirais, sur une pente descendante. L'inflation aujourd'hui est à 12% dans l'ensemble de nos économies en moyenne. Une inflation à 2 chiffres, c'est trop élevé. Qu'est-ce que l'inflation signifie? L'inflation signifie à 12% que si aujourd'hui vous achetez en 2024 un bien qui coûte 100 000 francs, l'année prochaine, quand vous irez encore sur le marché, le bien ne coûtera plus 100 000 francs, il coûtera 112 000 francs CFA. Donc une inflation à 2 chiffres, ce n'est pas bon. Donc il faut que nos États continuent de travailler pour ramener cette inflation-là à un seul chiffre. Mais, comme j'ai dit au début, il y a eu des progrès. On est passé d'une inflation à 18%, aujourd'hui à une inflation à 12%, 18% en 2023 à 12% en 2024. Ensuite, la moitié de nos États ont réussi à ramener l'inflation à des niveaux soutenables, ce qu'on appelle l'inflation cible. Il y a encore, bien évidemment, un tiers de nos États qui continuent d'avoir des inflations à 2 chiffres, et pour cela, il est important de continuer de travailler. Comment est-ce qu'on continue de travailler sur l'inflation? L'instrument essentiel, il y a 2 instruments en matière de politique économique, dans le court terme et le moyen terme. C'est vraiment la politique budgétaire, c'est-à-dire, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut réduire les dépenses de l'État pour ne pas que les dépenses de l'État exercent trop de pression sur la demande des biens. Et ensuite, il faut utiliser l'instrument de politique monétaire lorsque la politique est indépendante pour pouvoir encourager les populations à épargner plutôt qu'à consommer. Certains prônent pour la mise en place des subventions. Est-ce que vous partagez cet avis pour lutter contre l'inflation? Le FMI continue de dire que l'idée des subventions est une bonne chose tant que ces subventions-là sont faites pour protéger les plus vulnérables de notre société. Les subventions deviennent un problème lorsque les subventions financent les riches. Les subventions n'ont pas pour vocation de financer les riches. Comment ça, financer les riches? Je vous donne un exemple. Vous prenez la question des subventions des produits pétroliers. Lorsque vous subventionnez les produits pétroliers pour tout le monde, vous avez des gens qui vont à la pompe roulant des 4x4, moteur V8, moteur V6, qui sont financés par l'État. Alors que vous avez les plus vulnérables de notre société qui ont beaucoup plus de besoins, qui auraient pu bénéficier d'une partie de ces subventions-là. Donc le FMI encourage les subventions qui permettent de protéger les pauvres et décourage et déconseille les subventions qui financent les riches. Donc des subventions ciblées. Des subventions ciblées, exactement. Et donc, en même temps, on mettra en place des mécanismes pour lutter contre l'inflation. Mais dans un autre sens aussi, on veut soutenir la croissance économique. Comment est-ce qu'on concilie les 2 démarches? Alors, il faut séparer les outils. Une chose est de dire qu'il faut réduire les déficits afin de pouvoir réduire l'inflation. Il faut utiliser le taux d'intérêt, le principal instrument de politique monétaire pour décourager la consommation et encourager l'épargne. Mais une autre chose est de dire qu'il faut s'assurer que l'État collecte toutes les recettes qu'il est supposé recevoir afin d'être mieux équipé pour pouvoir financer de façon productive les dépenses de l'État. Qu'est-ce qu'on attend par financer de façon productive les dépenses de l'État? Dans les dépenses de l'État, vous avez des dépenses qui ne sont pas productives. On les appelle des dépenses de fonctionnement. C'est par exemple acheter des voitures. Ça, ce n'est pas productif. Ce qui est productif, c'est construire des écoles. C'est construire des routes. C'est construire des hôpitaux. C'est assurer que l'économie dispose de suffisamment d'électricité pour le fonctionnement des entreprises et des ménages. Donc, ce que nous encourageons, si vous voulez faire de la croissance, il faut vous axer à financer des dépenses qui sont productives. Vous faites bien de parler de dépenses productives parce que le prochain point que nous allons aborder est celui de la dette publique et des finances publiques. Mais avant cela, on va marquer une courte pause. D'accord. Et on se retrouve tout juste derrière.
Alors, de retour sur le plateau pour cet entretien exclusif avec Agou Gomez. Je rappelle qu'il est le représentant du Fonds monétaire international au Gabon. Avec lui, nous abordons le dernier rapport justement du Fonds sur les perspectives économiques régionales parlant de la zone d'Afrique subsaharienne. Le rapport date de octobre 2024, il faudra préciser. Donc, on s'est séparé sur la note de la gestion de la dette et des finances publiques. Déjà, il faudra nous dire comment, dans ce rapport-là, le FMI évalue-t-il la situation de la dette publique dans les pays d'Afrique subsaharienne? Alors, il faut déjà dire que la situation de la dette depuis la pandémie est devenue relativement importante dans la plupart de nos États. La dette s'est accrue. Et la dette s'est accrue et nos États ont pris à bras le corps le problème afin d'y trouver des solutions. Mais il est important d'expliquer qu'est-ce qui génère la dette et pourquoi il faut faire attention au niveau de dette. Ce qui génère la dette, c'est lorsqu'un État a trop de dépenses comparées à ses recettes. Parce que si vous avez des recettes qui sont trop élevées par rapport à vos revenus, ce qui va se passer, vous aurez une différence, un écart. Cet écart-là, pour pouvoir le combler, vous êtes obligé d'aller vous endetter. Avant 2020, il y a une situation où la dette était plus ou moins à bon marché. On peut utiliser ce terme. Il était facile de s'endetter parce qu'il y avait suffisamment de fonds et les taux d'intérêt n'étaient pas très élevés. La situation a changé. La dette aujourd'hui coûte cher. Les taux d'intérêt sont importants et la dette n'est pas à bon marché. Donc, il y a lieu aujourd'hui pour nos États d'être très regardants sur le niveau d'endettement, mais surtout ce qu'on fait avec la dette. Alors, la dette aujourd'hui est en dessous de 60% du PIB, la dette de la région. Par contre, la dette continue d'occuper une part importante des recettes de l'État. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez le quart des pays de la région qui utilisent 20% de leurs recettes budgétaires pour payer seulement le niveau des intérêts. Ça veut dire quoi de façon très simple? Ça veut dire que si vous prenez ces pays qui sont dans cette situation, lorsqu'ils collectent en termes de recettes de l'État 1 million de francs CFA, ils vont utiliser 200 000 francs CFA pour payer seulement les intérêts, même pas encore le principal. C'est trop important. Parce que lorsque vous avez vos recettes qui partent au remboursement de la dette, cela signifie que ce sont des recettes qui auraient pu servir à régler les besoins des populations. D'où l'appel du FMI pour dire qu'il faut faire attention à la dette. Comment est-ce qu'on fait pour juguler le niveau de la dette dans un pays? La première chose, j'ai dit que vous vous retrouvez à vous endetter parce que vous avez moins de revenus par rapport à vos dépenses. Alors, comment est-ce que vous réglez cela? La première chose, il faut s'assurer de collecter l'ensemble des revenus qui sont supposés venir dans les caisses de l'État. Cela signifie qu'il faut renforcer la capacité de nos administrations des impôts à pouvoir collecter les recettes de l'État. Il faut d'abord prendre ce que l'État est supposé avoir avant de chercher à aller s'endetter. La deuxième chose, il faut vivre selon ses moyens. C'est un adage qui est bien connu. Mais cet adage s'applique aussi à l'État. Il faut pouvoir vivre selon ses moyens. Et dans ce sens-là, il faut que l'État s'assure de faire des dépenses qui sont utiles, de réduire les dépenses qui ne sont pas utiles, qu'on appelle des dépenses de fonctionnement, et ensuite d'utiliser la plupart de ces ressources pour financer des dépenses utiles qu'on appelle des dépenses d'investissement public. Alors là, il y a une toute petite nuance. On peut faire des investissements qui ne soient pas des investissements productifs. Les investissements productifs sont ceux-là qui développent le capital humain, c'est-à-dire la construction d'écoles, l'investissement dans l'éducation, parce que ce sont les hommes qui demain vont aller faire tourner les entreprises et faire tourner l'économie, l'investissement dans la santé, l'investissement dans les routes pour que les entreprises puissent faire leurs activités, l'investissement dans l'énergie, l'investissement dans la logistique, les ports et les aéroports. C'est ce type d'investissement qui sont des investissements utiles. Et donc, nous encourageons les États à se concentrer sur ce type d'investissement afin de pouvoir s'assurer que la dette qui aujourd'hui coûte cher est bien utilisée. Donc, le FMI tire la sonnette d'alarme.
Les pays africains, on parle de la zone d'Afrique subsaharienne, sont assez endettés. Il faudra faire attention. Avant 2020, la dette était bon marché. Il y avait beaucoup d'argent. Mais c'est paradoxal quand même. Comment on arrive dans une période de crise, disons après la crise de la Covid-19, la guerre en Ukraine, aujourd'hui l'inflation, mais on a des bailleurs de fonds qui ne comprennent pas ou qui peut-être ne mettent pas suffisamment en place des mécanismes pour venir en aide aux États. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on puisse se dire la dette, elle coûte hyper cher. Maintenant, on demande encore aux mêmes États qui sont déjà en situation de crise de revoir leurs dépenses. Mais on fait comment ne pas venir s'endetter encore si déjà la situation est difficile chez nous? Alors, pourquoi est-ce que la dette est devenue rare et coûte cher? Je vous explique. La première chose, c'est que la dette a un prix. Le prix de la dette est déterminé par ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Or, comme vous le disiez tout à l'heure, une partie de la dette de nos États ne vient pas seulement de l'intérieur des économies, elles viennent aussi de l'extérieur. Par exemple, les eurobonds. Alors, les eurobonds, la dette de l'extérieur est déterminée par le taux d'intérêt des grandes économies. La Banque fédérale américaine et la Banque centrale européenne. Étant donné qu'il y a eu de l'inflation ces dernières années, ces banques-là ont accru les taux d'intérêt qui ont fait que la dette est devenue chère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à la fin de la journée, la dette, c'est de l'argent que d'autres économies ont reçu épargné. Quand vous partez à la banque pour prendre un prêt, c'est en réalité l'argent que d'autres ménages sont venus déposer que vous prenez. Donc, avant, la dette était bon marché parce qu'il y avait beaucoup d'autres économies qui arrivaient à faire de l'épargne qui ensuite était prêtée à des économies qui, elles, avaient besoin de s'endetter. Mais avec les situations de crise que j'ai décrites tout à l'heure, beaucoup d'économies se sont aussi retrouvées en difficulté, donc n'arrivent plus à épargner suffisamment. À partir de ce moment, la source principale de la dette, qui est l'épargne des autres économies, a commencé à tarir. Donc cela en partie aussi explique pourquoi est-ce que le financement s'est raréfié. Maintenant, il faut quand même souligner que dans cet environnement, les bailleurs de fonds ont apporté beaucoup d'aide à nos États. C'est vrai, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est beaucoup d'aide. Vous prenez le FMI par exemple. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, le FMI a donné en termes de financement plus de 50 milliards de dollars à la région. Pour l'année seulement de 2024, c'est 5 milliards de dollars qui a été donné à déjà des pays de la région. Et avant cela, on pourra en parler, le FMI avait déjà fait un ensemble avec le reste de la communauté internationale, un ensemble d'initiatives qui a permis d'apporter du soutien financier aux États. On pourra en parler dans le détail si vous le souhaitez. Puisqu'on parle de la gestion de la dette, et on parle également de l'Afrique subsaharienne, je suis sûre que vous attendez la prochaine question qui va concerner spécifiquement le Gabon. D'accord. Quel regard portez-vous sur la gestion de la dette gabonaise? Alors, nous avions produit un rapport en mai 2024 sur la situation de la dette au Gabon, qui aujourd'hui se situe au-dessus de 70% du PIB. L'élément essentiel, le message essentiel de ce rapport était de dire qu'il faut prêter attention à la dette et il faut commencer à prendre des mesures pour faire face à cette situation de dette. Nous pensons que graduellement, ce message est en train d'être entendu. Nous avons entendu dans de nombreuses allocutions d'officiels de la République qui ont expliqué qu'il était maintenant impératif de trouver un équilibre entre faire face aux besoins des populations et s'assurer de ne pas trop endetter le pays. Il y a cette démarche-là, cette dynamique qui est enclenchée. La dernière en date, ça a été le repaiement de la moitié des eurobonds que le Gabon devait à l'extérieur. Ce sont des signaux qui permettent de dire qu'il y a à ce niveau-là des mesures qui sont prises pour pouvoir s'assurer de trouver cet équilibre. C'est un équilibre qui n'est pas facile. D'ailleurs, l'équilibre qu'il faut trouver au Gabon est le même équilibre qu'il faut trouver dans l'ensemble de la région. Parce que autant il y a des besoins sociaux des populations au Gabon, autant la région elle-même fait face à ces mêmes besoins. Et autant la question de la dette est importante et demande de l'attention au Gabon, autant elle demande de l'attention dans la région. Donc, pour l'ensemble de nos États, il y a un travail d'équilibriste qu'il faut trouver et qu'il faut faire entre répondre aux besoins de développement des populations et s'assurer de ne pas trop endetter nos États. Vous faites bien de parler des eurobonds, parce que lorsqu'il y a eu cette actualité,
beaucoup, disons la majorité de la population n'a pas très bien compris parce que la formulation était assez technique. Nous vous avons sur le plateau, c'est quoi un eurobond? Qui émet? Est-ce qu'on émet des eurobonds? Est-ce qu'on les achète? Comment ça fonctionne concrètement? Alors, un eurobond, c'est simplement un prêt qui est fait par l'extérieur à un pays. Donc, c'est le pays qui demande le prêt. Ce sont des investisseurs, qu'on les appelle des investisseurs, donc des entreprises ou des individus qui ont suffisamment de moyens pour acheter une partie de ces prêts-là. Donc, ce sont ces entreprises-là qui achètent l'émission de prêts faits par un pays donné, qu'on appelle le eurobond. Généralement, c'est fait à Londres ou à New York. Alors, vous aviez demandé que les citoyens n'avaient pas bien compris l'idée de eurobond. Les eurobonds, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas le Gabon seul qui fait des eurobonds. Les eurobonds, c'est une vieille tradition dans laquelle de nombreux pays africains, d'un certain niveau, sont depuis des années déjà. Surtout les années où l'argent était encore bon marché. Parlons des pays à faible revenu. Alors, quelles sont les recommandations pour une gestion efficace, plus efficace de la dette émise par le Fonds monétaire international pour ces pays-là à faible revenu afin qu'ils puissent faire face à des défis fiscaux importants malgré leur situation? Alors, les pays à faible revenu ont un peu cette particularité, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont pas accès forcément au marché international. On parlait tout à l'heure de eurobonds. Vous savez, ce n'est pas tous les pays d'Afrique subsaharienne qui ont accès au marché des eurobonds. Il y a environ, au maximum, une vingtaine de pays qui ont accès sur les 45 pays. Donc, il y a de nombreux pays qui n'ont pas accès au marché des eurobonds. Et la plupart de ces pays sont des pays à faible revenu. Dans ces cas-là, le conseil, c'est de 1, les pays doivent faire beaucoup d'efforts sur les capacités de collecter les impôts. C'est essentiel. Ensuite, comme je disais, les pays doivent faire beaucoup d'efforts aussi sur la qualité de leurs dépenses. La deuxième chose, c'est de s'assurer que ces pays-là vont vers des financements qui ne vont pas aggraver ou rapidement les surendetter. C'est ce qu'on appelle les prêts concessionnels. Les prêts concessionnels, c'est généralement des prêts dont les taux d'intérêt sont soit zéro ou très proches de zéro, qui permettent à ces pays de s'endetter sans pour autant se surendetter. Par exemple, ce sont des prêts qui sont faits par le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou d'autres partenaires bilatéraux. Est-ce qu'un pays peut se développer sans s'endetter? Est-ce qu'on est obligé de recourir à la dette pour développer son pays? L'histoire du développement des économies montre que les économies qui se sont développées sont des économies qui se sont endettées. Mais ce ne sont pas des économies qui se sont surendettées. Donc, il y a un équilibre à trouver entre le besoin de s'endetter et l'impérieuse nécessité de ne pas se surendetter. Parce qu'une fois que vous vous surendettez, vous finissez par casser la machine de la croissance que vous essayez de développer. Il faut aussi dire que les économies qui arrivent à se développer, c'est vrai, sont des économies qui se sont endettées, mais c'est aussi des économies qui ont pris le soin de collecter du mieux possible les ressources internes, c'est-à-dire les impôts et les droits de douane. Les changements climatiques existent. Alors, le point que nous allons aborder est celui en rapport avec les changements climatiques et la sécurité alimentaire. Déjà, dans quelle mesure le FMI tient-il compte des risques liés au changement climatique dans ses prévisions pour l'Afrique subsaharienne? Alors, les changements climatiques sont aujourd'hui un véritable défi pour l'Afrique. Et les conséquences des changements climatiques sont telles qu'il est impossible de les ignorer, encore moins par une institution comme le FMI. Je vous donne quelques chiffres. Vous prenez pour l'année 2024, l'Afrique australe, donc qui est une partie de notre région, a connu la pire sécheresse en 40 ans de son histoire. Vous prenez l'Afrique de l'Est. Elle a connu pour l'année 2024, en 2 mois, plus de 1,6 million de gens qui ont été touchés par des inondations. Vous prenez l'Afrique de l'Ouest. Au Nigeria seulement, en 2024, c'est 1 million de gens qui ont été touchés par les inondations. Donc les changements climatiques sont un véritable problème qui se pose à l'Afrique et qui doit faire partie intégrante de la réflexion et de la mise en œuvre des politiques publiques.
Dans ce sens, le FMI, bien évidemment, prend en compte les questions du changement climatique, non seulement dans ses prévisions, mais pas seulement dans ses prévisions. Dans les conseils que nous faisons aux États, nous conseillons aussi sur les questions liées au changement climatique. Et plus important encore, c'est que compte tenu de la gravité de ce nouveau phénomène, le FMI a mis en place un fonds de financement des États qui leur permet de pouvoir financer les mesures nécessaires pour adresser de façon structurelle les questions liées au changement climatique. Et ce fonds s'appelle le Fonds de durabilité et de soutenabilité. Les changements climatiques ont un impact sur la vie sociale des populations. Tout à fait. La sécheresse Oui. entraîne la pauvreté, impacte l'agriculture. Donc tout de suite, vous comprenez pourquoi on va parler maintenant d'insécurité alimentaire, parce que c'est un fait réel en Afrique. Donc est-ce que le rapport aborde la question de la sécurité alimentaire? Et s'il aborde cette question-là, est-ce qu'il y a des solutions, il y a des mesures à prendre pour améliorer les choses? L'insécurité alimentaire est un vrai problème pour notre région. Aujourd'hui, c'est 130 millions d'Africains qui ont du mal à se nourrir correctement, donc qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire. 130 millions de gens, c'est beaucoup. Alors, le conseil que nous faisons aux États, c'est de dire il faut pouvoir promouvoir l'agriculture pour que nos États soient capables de produire en interne. C'est la première des choses. Et en entendant, parce que ça prend du temps pour pouvoir produire, il faut que nos États s'assurent de protéger les plus vulnérables. Vous parlez tout à l'heure de pauvres. Et généralement, ce sont les personnes vulnérables qui sont les plus affectées par l'insécurité alimentaire. Donc, il faut que nos États mettent en place des systèmes de financement et de protection sociale pour pouvoir aider et s'assurer que ces populations pauvres-là ont accès au minimum vital en matière nutritionnelle. La situation économique de l'Afrique est, on va le dire en griffe, critique depuis l'apparition de la Covid-19 et avec toutes les crises qui s'en sont suivies. Quelle évaluation vous faites des différentes initiatives mises en place par le FMI, puisque vous êtes représentant du FMI, par le FMI pour venir en aide aux pays africains? Alors, le FMI, dès les premières heures des chocs que notre planète, y compris notre région, a connus, a mis en place un ensemble d'initiatives. Ces initiatives ont démarré d'abord par ce qu'on appelait l'initiative de suspension du service de la dette. Lorsque Covid frappe, il y a des États qui n'ont simplement pas l'argent, qui se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus suffisamment d'argent pour pouvoir rembourser la dette chaque année. Pendant 2 ans, ensemble avec la communauté internationale, le FMI a mis ce processus de suspension du service de la dette. Ensuite, cela a été suivi par une autre initiative qui était la facilité rapide. La facilité rapide, c'était quoi? C'était simplement les États qui avaient besoin d'argent pour faire face aux conséquences de la pandémie, de la Covid. Le FMI a mis à disposition des prêts qui n'étaient pas suivis de conditions. Il n'y avait pas de conditionnalité. Ensuite, certains pays, malgré la possibilité, le fait qu'ils aient bénéficié du non-remboursement pendant 2 ans du service de la dette, ont vu leur dette juste insoutenable, c'est-à-dire incapable de rembourser la dette tout court. Le FMI, avec la Banque mondiale et d'autres institutions, le Club de Paris, se sont mis ensemble, et d'autres pays comme la Chine se sont mis ensemble pour créer ce qu'on appelait le cadre 20, pour pouvoir alléger la dette de ces États. Il s'agit par exemple du Ghana, de la Zambie, de l'Éthiopie et d'autres pays du Tchad. Ensuite, au-delà de cela, le FMI a mis en place des programmes de soutien aux économies. Comme je disais, depuis 2020, aujourd'hui, c'est plus de 50 milliards de dollars que le FMI a prêté aux États. Et enfin, lorsqu'il y a eu ces différents chocs au niveau mondial, le FMI a émis ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, dont une partie est revenue à la région pour pouvoir leur permettre d'apporter un peu de souffle à leurs économies. Stabilité macroéconomique, relance des économies, diversification de l'économie, croissance économique. Dans tout cela, est-ce qu'il y a des secteurs stratégiques sur lesquels les États devraient s'appuyer pour que les choses marchent véritablement? Alors, c'est moins des secteurs stratégiques, c'est des priorités stratégiques. Par exemple, il faut que
les États s'assurent d'abord de créer un environnement qui soit propice au développement du secteur privé. Cet environnement, c'est moins de dettes, c'est moins d'inflation, c'est moins de déficit extérieur. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est s'assurer que l'État finance, au niveau de ses dépenses publiques, les conditions du développement du secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui, sur le long terme, est capable de porter la croissance. Quelles sont les dépenses qui permettent ou quels sont les éléments qui sont essentiels pour le secteur privé? C'est deux choses. La première, c'est ce que j'appelle le dur, l'infrastructure. C'est les routes, c'est l'énergie. C'est s'assurer qu'on a un système éducatif qui produit des hommes bien formés. C'est s'assurer que les gens peuvent se soigner lorsqu'ils tombent malades, les hôpitaux. C'est aussi s'assurer qu'il y a un système logistique qui permet de faire sortir les marchandises, comme les ports. Ensuite, vous avez le soft. C'est l'ensemble des institutions et les règles de fonctionnement dans le pays qui permet de rassurer les investisseurs sur leurs investissements. C'est la justice. C'est des systèmes de transactions au sein de l'État qui sont rapides. Ça, c'est un élément essentiel. Donc, l'État doit s'assurer de mettre cela en œuvre pour le secteur privé. Parce que sur le long terme, le secteur qui est capable de porter la croissance pendant longtemps, c'est le secteur privé. Et l'enjeu de la coopération régionale dans tout ça, M. Abou Gomez? Alors, l'enjeu de la coopération régionale, c'est une belle opportunité pour nos États. Vous savez, il y a présentement une initiative très importante qui est la zone, ou si vous voulez, l'accord de libre-échange continental. C'est une belle opportunité pour l'Afrique parce que ça va permettre de faire de l'Afrique un grand marché unique pour l'Afrique et par l'Afrique. Et ça permettrait de créer beaucoup d'opportunités économiques pour l'ensemble de nos États. Donc, c'est une initiative qui est encouragée. Nous sommes à 4 minutes de la fin de notre entretien. Le temps passe tellement vite. Comment s'assurer que ces réformes-là, toutes ces réformes que vous avez proposées là, je parle du Fonds monétaire international, profitent directement aux populations, surtout les plus vulnérables? Alors, c'est une très bonne question. Vous vous assurez de cela de deux façons. La première façon, c'est de s'assurer que vous avez une économie qui génère des opportunités pour tout le monde. La principale opportunité dans une économie qui croît, c'est l'emploi. Donc, il faut que nos États s'assurent, comme je disais, de mettre en place les conditions minimales pour le développement du secteur privé, qui lui, à son tour, va créer des emplois, de sorte que tout le monde puisse en bénéficier, y compris les plus vulnérables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que l'État s'assure que dans ses dépenses, il y a une partie qui est réservée pour la protection des plus vulnérables. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, nous parlons tout à l'heure des filets sociaux, de la protection sociale, c'est important. La troisième chose, c'est que l'État doit s'assurer que dans ses dépenses, les dépenses qui sont faites en majorité, ces dépenses-là servent à mettre en place des biens publics pour tout le monde. De bonnes écoles, des hôpitaux, des routes, l'électricité, l'eau. Parce que ces dépenses qui vont dans l'investissement public, lorsqu'elles sont faites, elles bénéficient à tout le monde, y compris aux plus vulnérables comme aux moins vulnérables. Et donc, face à tout cela, M. Abou Gomez, votre mot de fin, partenariat FMI, pays d'Afrique subsaharienne, qu'est-ce qu'on met en place pour que ça marche et quels sont les prochains défis à relever? Le partenariat entre notre région, l'Afrique subsaharienne, et le FMI, ce partenariat est déjà en cours. Je vais vous expliquer, depuis des années, le FMI et la région, c'est une longue histoire qui s'est renforcée, où le FMI a marqué son soutien très fort depuis les différents chocs que nos économies ont connus. Aujourd'hui, après tous ces chocs, nous sommes en train graduellement d'entrer dans une période d'espérance. C'est ce que nous avons appelé la grande espérance. Pour que cette espérance-là soit maintenue et puisse se transformer en une véritable réalité, il faut que les réformes qui ont été engagées depuis 2 ans déjà, ces réformes-là puissent se renforcer, puissent se poursuivre, afin de pouvoir transformer cette espérance-là en une réalité.
Merci à Gougoumé. Je rappelle que vous êtes le représentant du Fonds monétaire international au Gabon. Avec vous, nous échangeons justement sur ce rapport sorti en octobre 2024 sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne pour le compte de l'année 2024. Merci pour votre expertise et de nous avoir accueillis dans vos locaux. Ça a été un plaisir pour moi et merci encore à Gabon 24 pour l'opportunité. Plaisir partagé. Alors, il est clair que la région se trouve face à des défis majeurs. Mais comme l'a dit M. Agou Gomez, les opportunités stratégiques existent également. Maintenant, il faudra mettre en place des réformes stratégiques tenant compte de toutes les couches de la société, surtout des populations les plus vulnérables, pour une gestion durable et inclusive. Restez sur Gabon 24, je vous dis modestement au revoir.